On est dans l'ère du temps, dans une ère très New Age, avec un retour au naturel, avec un rejet total, sans réflexion, de la médecine. On assiste en fait à une banalisation, à une démocratisation de ce qui n'était, il y a 40 ans, que des réponses isolées pour une élite. La tendance est à la quête de bien-être. Près de la moitié des Français auraient recours aux médecines dites naturelles. Le Sénat lance une commission d'enquête pour tenter de comprendre pourquoi un tel engouement et pourquoi il peut conduire à des dérives thérapeutiques, financières et parfois même sectaires. Le constat est absolument dramatique. Il donne le vertige. En France, les pratiques parallèles ne sont pas encadrées et peuvent parfois conduire au pire. Avec les huiles, vous serez guéri. Et surtout, arrêtez la chimio. Ça a été son dernier mot de la consultation. Plus, paraît-il, il y a de douleur et plus elle est censée être guérie. Entre intégration et dérive, quelle place pour les thérapies complémentaires? Ce sont deux visions de la médecine qui s'opposent. Ce qui nous ennuie, c'est la collusion entre les lobbies pharmaceutiques et la médecine académique. Notre but, ce n'est pas d'aller contre la liberté de conscience, d'aller contre la liberté d'expression, mais d'avertir. Face à l'augmentation des dérives dans le domaine de la santé, le président du groupe RDSE, Jacques Mézard, décide de s'emparer du sujet. C'est lui qui mènera les débats. À ses côtés, Alain Milon, président de la commission d'enquête. 21 membres la composent, dont 5 médecins. Nous procédons donc à la deuxième série d'auditions de notre commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. Monsieur Jean Fenech, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je jure ». Chers collègues, 6 mois d'enquête, 72 auditions, dont 42 publiques, et dès le départ, un constat s'impose, l'image de la médecine classique est altérée. Le système de santé français a beau être un des plus performants du monde, il susciterait de plus en plus de défiance. Comment se fait-il que une part aussi importante de nos concitoyens cherchent d'autres solutions? Je pense que c'est quand même le résultat aujourd'hui d'une crise de confiance majeure par rapport au système de soins. Et je pense que tout cela est à mettre en perspective avec des grands scandales sanitaires de ces dernières années, le sang contaminé, l'hormone de croissance, les prothèses mammaires récemment, le Mediator, ces grands scandales sanitaires qui ont entamé la confiance qu'on doit avoir en notre système sanitaire. Un engouement qui ne serait donc pas anodin. Là où la médecine classique n'a pas de réponse, les thérapies complémentaires s'offrent en recours, alors que leur efficacité n'est pas avérée. Et c'est ce qui inquiète. 75% de la population y a recours au moins une fois dans sa vie, en général, en dehors du champ du cancer. Et 30% des patients atteints de cancer, voire peut-être la moitié, puisque certains n'en font pas part à leur médecin, donc ce sont des enquêtes difficiles, vont faire appel à des traitements complémentaires ou alternatifs. Donc ça représente un vrai enjeu de santé publique pour nous. Mais qu'est-ce qu'une thérapie complémentaire? Toute pratique qui n'a pas de validation scientifique. Parmi les centaines qui existent, certaines connues de tous ont trouvé leur place. Ostéopathie, acupuncture, hypnose sont en partie remboursées. Mais aucun statut réglementé n'existe aujourd'hui. Au cœur de cette nébuleuse difficile à analyser et contrôler, on trouve d'autres pratiques non reconnues qui se développent, comme la fasciathérapie, la kinésiologie ou le reiki, des techniques manuelles d'apposition des mains. L'énergie est là. Tu sens? J'ai du chaud, moi. Et le praticien, en fait, suivant sa sensibilité, va pouvoir déterminer où sont les blocages.
Et je vais aller partout sur le corps comme ça en fait, en privilégiant les chakras. Le professeur Capon, que vous connaissez, qui est président de la CME de la PHP, nous disait clairement qu'il n'était pas très rassuré sur l'ouverture de la PHP à certains types de médecine non conventionnelle et qui, de toute façon, selon lui, n'avait d'abord pas d'effet positif sur la santé de ses patients. Ce qu'on demande à un certain nombre de professionnels, des années d'études, des diplômes, un formalisme dans le fait de rendre compte de l'activité, de répondre à une charte de déontologie, etc. Et que d'autres, sous prétexte qu'il y a une demande et qu'il y a une offre, s'introduisent comme ça au sein des différents établissements hospitaliers de façon que je trouve un peu inquiétante. Voilà. Je suis d'accord. Hôpital Nord de Marseille. Depuis quelques mois, ce malade du cancer fait des séances de résonance énergétique par stimulation cutanée. Un massage des points d'énergie du corps qui l'aide à mieux supporter la radiothérapie. J'ai apprécié, moi, qu'on m'ait proposé ça, parce qu'on est en plein dans une médecine très protocolaire. On applique des protocoles, il faut faire ci, il faut faire ça. Le côté relax, on ne connaît pas beaucoup les protocoles. C'est pas dans les protocoles. On n'intervient absolument pas dans le cadre d'une quelconque médecine ou thérapie ou pour soigner la maladie, absolument pas. Ni pour la douleur. On intervient vraiment pour aider la personne à se libérer de ses tensions, enfin, à ce qu'elle ait moins de tension. On voit les dégâts de la médecine financiarisée. Avant, on avait un oncologue très compétent, qui est toujours le même, qui avait le temps de vous écouter. Maintenant, j'ai vu la fiche de rendez-vous, 15 minutes pour Deceuninck. Et au bout de 15 minutes, j'essaye d'avoir un peu de rame, et il vous fout à la porte. Enfin, il fout à la porte, gentiment. Mais il dit, je m'excuse, j'ai d'autres malades. Le service a voulu s'adapter aux besoins des malades et la demande ne cesse d'augmenter. Ça permet aussi aux malades de ne pas errer à droite, à gauche, de ne pas savoir à qui faire appel. Avant qu'il y ait ces aides, le malade se débrouillait en gros tout seul. Il fallait qu'il cherche une psychologue ou aller vers les médecines parallèles. Voilà, il y avait une dérive, je dirais, une dérive dans le sens où c'est le malade qui se débrouillait tout seul pour rechercher une aide à sa prise en charge. Le fait que ce soit directement fourni par l'hôpital, c'est un soulagement. Rien d'inquiétant pour les sénateurs quand les pratiques non conventionnelles sont exercées en complément d'un traitement classique. Allez, on y va, on vous parle, là au micro, tout à l'heure. C'est aussi l'avis de l'Académie de médecine. Dans un récent rapport, les professeurs disent oui aux thérapies complémentaires, mais avec une mise en garde. Ne pas généraliser ces pratiques à l'hôpital sans un meilleur encadrement. Voir si c'est bien légitime. Et deuxièmement, si c'est légitime, comment on fait pour le contrôler au mieux et voir si ça n'empiète pas sur d'autres missions. Parce que je crois qu'une des difficultés, c'est de vérifier la réelle utilité, le réel apport de ces techniques. Et deuxièmement, le fait qu'elles ne vont pas gêner le développement d'autres secteurs d'activité, car finalement, les moyens économiques sont ce qu'ils sont. L'hôpital n'est pas à l'abri de l'infiltration de praticiens déviants. Des patients peuvent se voir proposer des thérapies non conventionnelles par des professionnels de santé. C'est ce qui est arrivé au mari de Juliette, suivi pour un cancer. À l'hôpital, la psychologue lui donne les coordonnées d'un ostéopathe pour qui la guérison passe par une reprise de contact avec la nature. Mon mari était prêt à tout, lui qui était plutôt cartésien. Il a accepté de porter autour du cou ce petit sachet d'huile et il le cachait devant les infirmières quand elle usait sa toilette. Enfin bon, elle lui a dit, allez vous promener dans la nature, prenez un arbre dans vos bras, serrez-le, parlez-lui, puis prenez l'énergie de la terre. Comme je vous ai dit, il ne tenait pas debout, il se déplaçait en ambulance avec deux personnes qui le soutenaient.
Et surtout, arrêter la chimio. Ça a été son dernier mot de la consultation. Votre mari ne vous aurait pas eu, je peux vous dire que ça se serait passé différemment. Parce qu'il aurait été seul, donc complètement accroché à la personne qui lui disait de faire des choses. Et puis voilà, puisqu'il lui avait déjà enlevé une partie de sa réflexion. Dans le domaine de la santé, on voit de plus en plus de charlatans, parce que les gens vont mal, parce qu'il y a du chômage. Donc, les charlatans leur expliquent qu'on va les aider à mieux être, à être en meilleure santé. Et puis, vous avez des tas de thérapeutes qui sont des déviants. Effrayée, Juliette écrit différents courriers pour alerter sur ce qui s'est passé. Ils sont restés sans réponse. Le manque d'écoute ressenti par les malades serait donc une cause de l'attrait pour les médecines complémentaires. Souvent, on a le sentiment que nombre de patients vont chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas dans les hôpitaux au niveau de la relation, de l'accueil, et qu'il est donc tout à fait important, voire essentiel, qu'il y ait cette formation en sciences humaines. Donc notre objectif n'est pas de dire tout ce qui est sciences humaines n'est pas cartésien, et il n'en faut point. Mais je souhaiterais aussi avoir un peu plus votre sentiment là-dessus. Une première année de sélection des étudiants construite essentiellement sur des sciences dures ne permet pas de sélectionner des médecins dont la finalité reste quand même un métier de communication. Comme vous l'avez dit, un métier de relation, d'empathie. Et pour nous, je crois que c'est un point essentiel. Il y a assez peu de bacs littéraires dans les bancs de la faculté de médecine, et c'est à regret qu'on le dit. À l'Université de médecine de Paris-Descartes, un diplôme universitaire unique en France a été mis en place depuis 1 an. Son objectif, sensibiliser les professionnels du droit et de la santé aux thérapies complémentaires. Je commence par les origines des pseudo-savoirs que j'appelle les méthodes thérapeutiques illusoires. J'ai utilisé ce terme parce que, vous verrez, il y a tout un tas d'autres appellations, des médecines parallèles, des médecines alternatives et autres. Dans la salle, de nombreux médecins en exercice, démunis, disent-ils, par l'attirance de leurs patients pour les méthodes parallèles. L'objectif, c'est d'une part de pouvoir repérer les patients qui seraient en danger, voire orienter les patients. Donc un objectif à la fois de soins et de prévention. Et puis le deuxième objectif, c'est former l'esprit critique des médecins. Le problème sectaire est spécifique à cause de tous ces flous. Les médecins ne sont justement pas sensibilisés lors de leur cursus à la banalisation des médecines non reconnues. Il faut former les médecins au danger du charlatanisme, au danger du charlatanisme de nature sectaire, qui est encore autre chose, et puis les former aussi à une écoute, à une prise en charge du patient qui ne soit pas que purement mécanique. Il y a une dimension humaine qui est nécessaire, et tant qu'on ne répondra pas à cette demande, les gens iront trouver une réponse ailleurs. Sans Internet, les méthodes non conventionnelles n'auraient pas le même succès. Une vitrine virtuelle idéale, car incontrôlable. Une simple recherche avec les mots « guérir » et « cancer » et dès les premiers liens apparaissent toutes sortes de recettes de guérison. Ce site prône la méthode Burzynski, un médecin américain qui prétend guérir le cancer avec des protéines extraites de l'urine. Un traitement considéré comme plus efficace que la chimiothérapie. La personne prétend que les médecins n'ont toujours pas trouvé de remède efficace contre le cancer, donc ce qui est faux, puisqu'il y a certains cancers qu'on soigne très bien, même s'il y en a d'autres qui restent difficiles à traiter. Pas de méthode efficace contre le cancer, sauf la méthode de Burzynski, qui serait la seule à être vraiment efficace. Et du coup, on a le sentiment un peu qu'il y a une espèce de complot, c'est-à-dire qu'on essaye d'écarter les méthodes qui marchent pour favoriser celles qui ne marchent pas, soi-disant grâce à un complot, mettons un complot pharmaceutique ou des big pharma. C'est le risque justement d'Internet, c'est de tomber sur des sites
qui donne vraiment le sentiment d'avoir affaire à une pratique sérieuse et qui en fait ne l'est pas du tout. Et justement pour s'en rendre compte, il faut une certaine expertise. Pratiques sérieuses et arnaques dangereuses occupent la même place. L'étendue de la toile multiplie et diversifie cette offre. Difficile de faire le tri. Pour y remédier, la commission d'enquête demande au pouvoir public de reprendre la main pour plus de contrôle. Nous recommandons que sur la toile, lorsque vous avez une maladie grave et que vous allez voir sur la toile, les premiers sites qui arrivent sont les sites officiels, comme l'INCa pour le cancer, comme les instituts de lutte contre le cancer, etc. Que les autres arrivent ensuite, malheureusement, on ne peut pas tout contrôler non plus. L'univers du bien-être aiguise les appétits de ceux qui veulent se faire de l'argent. Un marché en plein essor de plusieurs dizaines de millions d'euros, apologie de produits naturels en tout genre et vente d'appareils paramédicaux. Imaginez un appareil d'oxygénation cellulaire à 1 500 €, très vite lucratif. Certaines machines prétendent même guérir des maladies. C'est un système très nébuleux. Très nébuleux, puis fondé sur des petites structures, donc ils ne sont pas forcément des entreprises, donc c'est très difficile de les retrouver et de compter exactement ce qui est dépensé d'une part et de compter ce qui est escroqué d'autre part. Autre marché très juteux, celui de la formation. Il y aurait 1800 structures à risque dans le domaine de la santé. Un secteur incontrôlable. La commission d'enquête voudrait y imposer un label de qualité. Les sénateurs auditionnent l'inventeur de la biochirurgie immatérielle. L'homme qui se présente comme chercheur en énergie humaine a demandé le huis clos. Il dit vouloir former 6000 personnes en France à sa méthode. Cet homme qui prétend faire de la chirurgie sans toucher les patients, de manière immatérielle, en enlevant les kystes sur les ovaires, en remplaçant des vertèbres, nous a tenu un discours qui paraît quand même inquiétant, puisqu'il est question de soins. Il dit que l'endobiologie soigne les gens. Et je suis personnellement étonné après cette audition qu'on puisse encore laisser des personnes moyennant rémunération soigner entre guillemets nos concitoyens de cette manière-là, parce que c'est quand même grave. Je me méfie des journalistes, je ne veux plus les sortir. Je ne peux plus, c'est fini. Ils m'ont fait tellement de vacheries et tout par ignorance ou imbécilité, c'est terminé maintenant. Mais comme vous avez accepté de venir ici, est-ce que pour vous... J'ai pas accepté, on m'a obligé. Et si je viens pas, on me fout en prison. Alors... Son institut de formation se trouve en plein cœur de Paris. Nous filmons en caméra cachée. C'est lui l'homme en blouse blanche. Bonjour. Bonjour. Chaque semaine, des dizaines de curieux se pressent à ces séances d'endobiologie. Non mais je ne vais pas faire de polémique, mais pas du tout, il faut ouvrir un peu les yeux quand même. Il faut être... Vous allez voir ce qu'on est capable de réaliser. Avec ses instruments fictifs, il extirpe les énergies usées, les déchets imaginaires vers la poubelle. Le geste est théâtral. Là, je nettoie toutes les glandes hormonales, et il y en a pas mal. On n'a même pas besoin de savoir le remplacement. Automatiquement, on extrait les énergies usées et les empêche de fonctionner. Vous avez des problèmes? Le verre, ou de l'oreille, ou des choses comme ça? J'ai eu des soucis. Oui. Le déficit en progestérone. Ah oui. Oui, mais ça ne venait pas forcément de là. Voilà. C'est le gros défaut des spécialistes. Chacun voit son truc, et personne ne fait la synthèse de l'ensemble. Plusieurs fois au cours de la séance, il parle des médecins, un métier selon lui de moins en moins convoité. C'est un médecin, au début, ça m'est arrivé. Et il m'appelait, il m'engueulait. J'ai dit, bon, ça suffit, hein. Soignez vos clients et on n'existera pas. Le gros de la clientèle, notre clientèle, c'est des gens qui ont été mal soignés, mal diagnostiqués, mal opérés,
mal rééduqués aussi. Il prétend même opérer à main nue, par la seule force de l'esprit, sans incision, ni cicatrice, tout est invisible. Apprendre sa technique coûte cher, plus de 2000 € la semaine de formation, 9000 si l'on veut obtenir le diplôme de biochirurgie immatérielle. Et depuis des années, les stagiaires sont toujours aussi nombreux. Ça vous intéresse du coup la formation? Ouais, moi je comptais déjà m'inscrire. Dans les années 90, le biochirurgien est condamné à 6 mois de prison avec sursis pour exercice illégal de la pharmacie, après avoir mis en vente un produit miracle censé guérir le sida. La dérive thérapeutique peut aller vers la dérive de formation professionnelle et la volonté de gagner beaucoup d'argent en faisant apprendre aux gens un peu n'importe quoi. Et on est vraiment, au départ, à la rigueur, le charlatanisme, le magnétiseur du coin, etc., le guérisseur, pourquoi pas. Et on arrive rapidement vers la dérive financière qui, elle, confine à l'escroquerie, il faut être clair. L'ordre du jour, si vous en êtes d'accord, ce serait les modalités d'audition de la partie adverse, public, pas public. C'est la 4e commission d'enquête dédiée aux dérives sectaires. Et pour la première fois, elle donne la parole à ceux que les sénateurs appellent la partie adverse. Ceux qui défendent la médecine parallèle sont convoqués. Certaines auditions sont filmées pour ceux qui l'acceptent et mises en ligne sur le site du Sénat, mais pas ouvertes au public ni à la presse. M. Alters est théoricien de la biopsychogénéalogie. Une telle décision a fait débat. Certains sénateurs redoutaient d'offrir une trop grande tribune à des organisations controversées. Il nous a paru assez rapidement qu'il était sage de procéder de cette manière-là. On pourrait très bien considérer que si nous n'auditionnions pas ces gens-là, nous ne serions pas complètement informés et que nous n'aurions que des informations contraires. Il fait partie de ceux qui défendent les méthodes parallèles. Son association prône la liberté thérapeutique, celle de choisir comment se soigner. Il accuse la commission, dont 5 membres sont médecins, d'être de parti pris. Manifestement, dans la commission qui nous entend là, il y a un bon nombre de personnes, je pense que c'est 5-8, je ne sais plus, qui font partie ou du Conseil de l'Ordre, ou qui sont très très proches du monde médecine académique. Ce qui nous ennuie, c'est la collusion entre les lobbies pharmaceutiques et la médecine académique. Ravi d'être enfin écouté par une commission d'enquête, Thierry Bécourt dénonce un acharnement politique. Il accuse l'État de se livrer à une chasse aux sectes dont le coût est démesuré. Nous nous élevons en fait contre la profusion d'argent public, à un moment où le pays est quand même pas il est bien en déficit, on est bien d'accord. L'UNADEFI est financée à 97% par des fonds publics, 600 000 €, d'accord. Fondation l'Abbé Pierre, on a pris deux associations. Elle est subventionnée à 2% par l'argent public. 2%. Ce sont des associations qui nous disent on défend les familles et l'individu. Mais s'il y avait des familles et des individus qui étaient aussi embêtés par des sectes, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de problème. De toute façon, les parlementaires le disent aussi. Et ils auraient plein d'adhérents. Ce sont les adhérents qui financeraient à 97%, pas l'État. Lors de son audition, il pointe le retard de la France, qui continue de stigmatiser les médecines non reconnues, au lieu de les évaluer. On est devant un vrai problème, une vraie crise du système de la santé. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas bon, mais qu'il doit se repositionner. Et pas en rejetant les médecines alternatives. Nous avons ici, en Suisse, article du Monde du 23 mai 2009. Je lis. En Suisse, les médecines alternatives sont plus plébiscitées. L'homéopathie, la phytothérapie, les médecines traditionnelles chinoises, les thérapies neuronales et les médecines anthroposophiques sont désormais mentionnées dans la Constitution suisse. L'Allemagne a fait la même reconnaissance. L'Angleterre est en route pour pas mal de choses. L'Italie s'en passe aussi, etc. La France va devenir lanterne rouge de l'ouverture du monde hospitalier, du monde médical, à toutes ces thérapies alternatives. Quel est votre but ? Quel est votre but ? Parce que la liberté thérapeutique, elle existe aujourd'hui. La liberté thérapeutique n'existe pas.
Nous avons des tas de dossiers, y compris des dossiers juridiques évidemment, que nous avons dû mener devant les tribunaux pour défendre des médecins qui sont accusés et qui sont rayés de l'ordre par exemple parce qu'ils utilisent des méthodes qui sont justes et éprouvées ailleurs dans d'autres pays, mais qui dans notre pays, dit pays des droits de l'homme, ne peuvent pas s'exprimer. Vous ne m'avez pas répondu sur ce qui nous préoccupe, sur ce que l'on trouve sur vos sites, qui sont des éléments systématiquement, je dirais, discréditant la médecine, écartant les malades des soins. Eh bien, monsieur, je vais jusqu'au bout, parce que on a aussi l'habitude du débat, et on vous a écouté. Considère que ce que vous faites, moi je le dis à titre personnel, c'est dangereux. Je conteste totalement ce que vous dites. Il y a un nombre de nos concitoyens qui s'interrogent énormément sur toutes ces médecines. C'est important de les écouter. Mais nous les écoutons, et nous en sommes conscients. Pas forcément les rejetant. Mais nous ne rejetons pas tout. Nous rejetons ce qui est dangereux pour la santé. Écoutez, nous, c'est pas ce qu'on constate. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Bonne soirée. C'est lors d'un déplacement à Bruxelles que les sénateurs découvrent comment la dérive thérapeutique bascule dans la dérive sectaire. Où s'arrête le charlatan, voire l'escroc, et où commence le gourou, où commence l'emprise mentale et l'embrigadement. Sous couvert du soigner autrement, certaines thérapies alternatives profitent en toute illégalité de la faiblesse des malades et prétendent guérir à la place de la médecine classique. Les dérives sectaires ne sont pas les plus répandues, mais ce sont les plus dangereuses. On a beaucoup auditionné en France et on s'est aperçu qu'on se pose plutôt la question de savoir quel peut être le profil des victimes. Nathalie Dereuc raconte l'histoire de sa mère, victime de la méthode Hammer, l'inventeur de la biologie totale, la nouvelle médecine germanique. Ce docteur rejette les remèdes traditionnels. Pour lui, le cancer n'est que la manifestation d'un trouble psychologique. La chimiothérapie ne sert à rien, elle est même nocive. Pour guérir, il suffirait de résoudre ses conflits intérieurs. Pourtant réticente au départ, sa mère finit par arrêter les médicaments. Elle me parle de fièvre, elle fait de la fièvre, elle me parle de douleurs au niveau du bras, elle me parle de douleurs au niveau des poumons, etc. Mais plus paraît-il il y a de douleurs et plus elle est censée être guérie. Donc j'ai beau essayer, je me souviens cette journée-là, on a parlé pendant plusieurs heures, j'ai beau essayer de la raisonner, j'ai l'impression qu'elle est dans un tout autre raisonnement sur lequel je n'ai absolument aucune prise. Pour unique traitement, du jus de citron, de l'oignon et du vinaigre. Au bout de 8 mois, le sein se met à saigner. Le sein a désormais complètement disparu, ce n'est plus qu'une plaie purulente, à un tel point qu'un jour, elle me dit qu'elle sent une odeur nauséabonde, elle cherche partout dans le salon et en fait, l'odeur vient d'elle. La plaie est en train de pourrir, donc ce n'est plus que du pus qui en sort et elle refuse de prendre le moindre médicament contre la douleur. Donc, je l'entends crier de son lit de plus en plus fort par la douleur et la seule chose qui l'apaise, c'est lors de la visite d'un des homéopathes qui lui donne toujours des granules pour la soigner, ou lorsqu'elle a au téléphone un de ses thérapeutes qui lui parle longuement en la rassurant, en lui disant que ça va aller mieux, etc. Après 1 an et demi de calvaire, sa mère décède. Moi, la question que je me pose en ce moment, c'est quand il y a une petite erreur médicale dans un hôpital, il y a de suite des actions en justice, tout le monde en parle, etc. Et là, c'est dans un grand silence. Des thérapies non conventionnelles dangereuses, d'autres qui enrichissent un parcours de soins sans définition précise, difficile d'y voir clair. Après 6 mois de travaux et la remise des conclusions devant la presse, beaucoup attendaient de la commission sénatoriale qu'elle propose un meilleur encadrement de ces thérapies. Mais le flou subsiste. La question de l'évaluation
des pratiques poser un réel problème, parce que on en est, si ce n'est au balbutiement, où on veut évaluer, où on ne veut pas évaluer. J'ai l'impression que beaucoup de gens préféreraient qu'on n'évalue pas d'ailleurs. Pour les sénateurs, il est urgent de renforcer la vigilance des pouvoirs publics, mais n'est-il pas inévitable, comme c'est le cas dans certains pays européens, de créer un label plus précis pour définir une thérapie complémentaire, afin de mieux différencier les professionnels compétents de ceux qui exercent dans l'illégalité ?